Merci André. Donc nous allons passer maintenant à un deuxième sujet qui concerne donc la partie intelligence émotionnelle. Donc je vais refaire une introduction sur ce sujet. Concernant les horaires, donc on va avoir le déjeuner à 13 h. Donc on va avoir un peu de temps pour pouvoir poser des questions. Encore une fois, le sujet qui est abordé ici est un sujet assez nouveau pour l'ingénieur. J'ai souhaité le mettre en avant parce que c'est justement innovant. C'est un côté qu'il est intéressant de prendre en compte. Donc il va être animé en 2 temps. Je pense que tu passes d'abord Thierry. Donc Thierry Bianchi, qui fait partie donc du Cercle National Coaching, qui est une association du CNAM adhérente à la fédération. Et ensuite, on aura Gilles Corcos, qui est un ingénieur CNAM, qui vous montrera aussi les applications de ces choses-là, qui ne sera pas forcément sous forme de slide, mais plutôt sous la forme de discours, comme il le fait régulièrement au CNAM, puisqu'on anime aussi des colloques réguliers au sein du CNAM. Donc je passe la parole à Thierry, et puis après, n'hésitez pas à l'interrompre pour poser toutes les questions qui seront nécessaires. Merci. Je suis bien en face, oui. Oui. Vous m'entendez? Mesdames et messieurs les ingénieurs, bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous. C'est uniquement un espace convivial, j'ai pu le constater ce matin, et franc aussi, d'une certaine façon, par les interventions directes. Voilà, j'ai remarqué l'attention. Monsieur le professeur, c'était très intéressant, cette présentation d'éléments qui, pour les managers, effectivement, sont nouveaux et sont à connaître. J'ai entendu ce matin parler d'intelligence de l'ingénieur. On va parler avec Gilles d'intelligence émotionnelle et puis d'intelligence économique. L'intelligence étant un bon fil conducteur. Tuteur sont des termes que j'ai entendus également. Mentor, coach, c'est le terme que j'emploierais pour intelligence émotionnelle. Il y a également quelque chose qui, dans les propos ce matin, m'a interpellé, c'est le management transversal et une nécessité d'une intervention en transverse, finalement, de plus en plus dans les formations et dans la formation continue. On a parlé de formation hybride, j'entendais André, il y a quelques instants, de rénovation, de mondialisation, de relocalisation peut-être cet après-midi. Je vais trouver le bouton. Sur droite. Voilà. Alors à quoi peut servir le coaching? C'est une question que vous posez sans doute. Je me suis entendu poser à la pause café. Le mieux, c'est de partir d'un exemple. Un exemple rencontré dans l'activité d'un coach, un coaching de manager ingénieur. Cet exemple est prégnant, vous allez vous en rendre compte. Un dossier est donné à un collaborateur qui n'est pas ingénieur. L'objectif, c'est de finaliser des points administratifs et des points juridiques. Le temps estimé, approximativement, est de 2 jours. Au bout d'une journée, il n'y a pas de progrès visible. Il n'y a pas de retour non plus. Visiblement, le collaborateur n'en fait pas une priorité. En même temps, le directeur commercial met la pression. Alors, comment gérer cette situation en tant que manager pour obtenir le dossier finalisé afin de valider et le remettre au client pour commencer? Eh bien, c'est une situation qui demande une approche humaine de la situation, justement. Et c'est là où le coaching vous apporte une vue, voire des vues différentes, pour résoudre cette situation de blocage entre les priorités et les envies
des ressources humaines de l'ensemble du projet. Le but va donc être ici de faciliter la mise en œuvre, de rassurer et d'une certaine façon, je dirais, d'être dans les clous pour mener à bien la mise en œuvre et le contrôle. Cet exemple que j'ai pris, exemple vécu, témoigne, comme tant d'autres, pourront en parler dans le jeu des questions-réponses, de l'efficacité du coaching. Mais il est nécessaire de définir le coaching. Coaching qui est décrié. Alors, coaching décrié parce que l'idée qui est le plus diffusée dans les populations, c'est qu'il y a du coaching sur tout aujourd'hui. Vous trouverez du coaching, comment être parent, comment se relooker, comment aménager son intérieur, ça existe, ça s'appelle coaching. Le coaching est décrié parce qu'il est mis en scène. Il suffit d'ouvrir des chaînes très connues pour se rendre compte qu'il y a toute une mise en scène du coaching, un folklore, je dirais, télévisuel. Puis, on entend dire aussi que le coaching, c'est un pot-pourri de méthodes psy plus ou moins recyclées. Aussi, c'est une critique qui vient à mes oreilles. Le coaching, c'est un phénomène de mode qui passe en France et qui passera. Il vient des États-Unis, du monde anglo-saxon, ça passera. En tant que président d'une association de coaching, le Cercle national du coaching CNAM, je dirais que je suis affecté d'une certaine façon par l'utilisation systématique de ce terme coaching, qu'on utilise pour tout et pour n'importe quoi en France. Et comme la confusion s'empare de tout à chacun, d'autant plus que la profession de coach, il faut le savoir, n'est pas organisée, c'est une profession qui n'est pas organisée encore aujourd'hui. Chacun peut prendre le titre de coach, au fond. Il y a effectivement ici des questions qui se posent à juste titre sur ce métier et sur ce qu'on y fait. Ce terme, c'est une coquille vide en fait. Pour l'expliquer, je vais prendre le chemin de l'histoire, si vous me le permettez. C'est un mot que les anglo-saxons nous ont en réalité emprunté avant de le réexporter en France et à travers le monde, aux États-Unis en particulier. Ce terme coach est tiré en fait du terme français coche. Et ce terme coche faisait allusion tout simplement à ces grandes voitures qu'on trouvait au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, et puis également à ces coches d'eau, ces bateaux qui étaient tirés avec des chevaux, des attelages pour transporter les marchandises. Mais quand on y pense bien, par rapport à cette étymologie du terme coach, ou coach, on retrouve dans coach, on retrouve la philosophie du coaching. Au fond, dans ce terme, le cocher ne choisit ni ses passagers, ni l'endroit où il les mène. Et son intervention va consister simplement à aider les voyageurs qui le souhaitent à atteindre une destination qu'ils se sont fixés. Historiquement, le cocher n'a jamais eu une bonne image en France. Il est assimilé à un valet, il est assimilé à un domestique. Nous sommes dans l'Ancien Régime et l'héritage de l'Ancien Régime. On parlait de Révolution française ici. Tout a changé à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, tout à fait par hasard. La conduite de ces fameux attelages est devenue un art et un sport pratiqué par la haute société. Et tout simplement parce que le harnachement des chevaux a fait des progrès, les routes ont été de meilleure qualité,
Et donc, c'est un sport de conduite qui s'est appelé coaching. Et c'est très rapidement devenu à la mode en Grande-Bretagne. C'est pourquoi en anglais, ce mot coach a fini par signifier l'entraîneur. Et il est apparu ensuite dans la compétition sportive, en partant de cette idée, effectivement, de sport d'attelage. Et le rôle du coach, chez ces Britanniques au début, ça a été de compléter cet entraînement physique, vous connaissez comme moi les coachs sportifs, par cette préparation mentale, afin de maximiser la performance des futurs champions, des athlètes. Alors le coaching a été fréquemment apparenté ensuite au monde sportif, dans le domaine sportif. Mais il l'a très largement débordé par la suite. Très largement débordé par les États-Unis. Et là, nous sommes dans les années 80 aux États-Unis. Il a pris son essor, et il a pris son essor dans les secteurs d'activité, dans les entreprises. Et aux États-Unis, vous le savez, pour ceux qui ont un peu voyagé dans ce territoire, dans beaucoup de secteurs d'activité, de très nombreux secteurs d'activité, il y a un dispositif qui existe, un dispositif d'accompagnement des salariés. Et ce dispositif offre à chaque salarié une aide extérieure pour résoudre des problèmes professionnels, mais aussi parfois personnels. Et aux États-Unis, dans de nombreux secteurs d'activité, le fait d'avoir été coaché, c'est un élément de reconnaissance des managers à très haut potentiel aujourd'hui. On arrive, pour ainsi dire, dans un cabinet de recrutement ou auprès d'un DRH avec son coach, on dit voilà, j'ai un coach. Le coaching en France. On revient sur la France, il est parti de France d'une certaine façon, il revient en France d'une autre façon. Il revient en France dans les années 90, c'est tout à fait récent. Et il existe depuis maintenant une vingtaine d'années, il existe de nombreuses formations de coaching dans des grandes universités et des associations de coaching en France qui sont plus ou moins célèbres. Je vais vous définir le coaching. Le coaching, c'est un espace de travail, c'est un espace de parole qui permet au coaché, donc à l'agent, quelle que soit sa position, même si ce sont souvent des managers dans l'entreprise, qui permet dans le contexte professionnel 3 points. Je dirais clarifier le positionnement du manager, son rapport à l'autorité et à la prise de décision. Ça permet aussi de devenir pour le manager un acteur autonome de son parcours. Et ça permet enfin de prendre conscience du champ de ses compétences et d'explorer l'ensemble de ses potentiels, de ses talents. Cette définition du coaching que je fais mienne, en réalité, est celle du Cercle national du coaching, CNAM. C'est notre définition, c'est notre déontologie. Une question qui peut se poser sur le coaching d'aujourd'hui. On peut s'en poser d'autres. Vous m'en poserez sans doute, peut-être. Est-ce que le coach d'aujourd'hui, c'est, n'est-ce pas, le Sénèque moderne? En gros, si je fais très gros, si je résume très gros, dans le temps, historiquement, les éminences grises en politique avaient souvent à côté d'eux un sage conseiller qui leur permettait plusieurs choses. On pourrait résumer ainsi: réaliser un objectif, analyser une situation donnée et mettre en perspective. L'histoire nous donne plein d'exemples, pléthore d'exemples de tous ces conseillers de l'ombre qui ont été les hommes, qui ont entouré les hommes de pouvoir.
Je prendrai 2 ou 3 exemples. C'est amusant, je trouve, et instructif. Dans la mythologie grecque, vous avez ce célèbre mentor, il s'appelle Mentor, justement. Vous voyez, je veux en venir. Qui est le précepteur de Télémaque, hein, et qui est l'ami d'Ulysse. Qu'est-ce qui est devenu le mentor, au fond, aujourd'hui, par rapport à cette mythologie grecque? Est-ce qu'il était déjà un conseiller auquel on fait confiance? D'ailleurs, ce terme de mentor, en réalité, c'est le terme qui est recommandé en France et au Canada, puisque nous sommes ici dans un espace de la francophonie, à la place de cet anglicisme de coach, qui peut être décrié, qui est aussi parfois un obstacle pour évoquer, pour aborder le coaching. L'obstacle de l'étymologie, l'obstacle du terme, tout simplement, de l'anglicisme. Mais des mentors, il y en a eu bien d'autres dans l'histoire, des très célèbres. Pense au prince de Machiavel, je pense à Richelieu, également, qui a été le mentor de Louis XIII. Je pense aussi aux Chinois, on parle souvent de la Chine aujourd'hui, mais pensez que la Chine a toujours eu un raisonnement de mentor, de conseiller. Prenez ce fameux Sun Tzu. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un personnage important dans la stratégie militaire chinoise. C'est un personnage extrêmement précieux pour les Chinois. Les Chinois ont un raisonnement ici très stratégique par rapport à leur action. Alors, venons-en à l'entreprise et à l'effet que peut avoir un coach, un effet de levier, je dirais. Un effet de levier, et je vais vous dire les choses en 2 mots. Lorsqu'on actionne une direction générale dans une entreprise, au final, c'est l'ensemble de l'édifice, public ou privé, peu importe, qui peut avoir une dynamisation globale. Alors, le manager, lui, c'est souvent un expert dans le métier. Mais le management n'a pas de lien direct, vous l'entendrez, n'a pas de lien direct avec le métier, c'est quelque chose qui s'apprend. Alors, ce qui me nourrit d'un point de vue personnel dans le coaching, c'est justement de pouvoir accompagner aujourd'hui des managers, des dirigeants, à mieux gérer leur posture, on parle de posture, à mieux gérer leurs responsabilités et du coup, à mieux faire fonctionner leur équipe. Et quand une équipe fonctionne mieux, j'ai pu le constater, c'est bénéfique d'abord pour les individus, là on est dans l'humain, et c'est bénéfique pour le collectif aussi. C'est-à-dire que chaque talent à l'intérieur de l'équipe pourra s'épanouir, mais avec un fonctionnement d'équipe. Ce qui n'est pas toujours donné, ce qui n'est pas toujours facile à poser en postulat de départ. Nous verrons peut-être cet après-midi plus avant, nous sommes dans des temps de crise systémique, le président de la Fédération le rappelait, le monde change, et je pose la question à vous, ingénieurs, et à d'autres, lorsque j'interviens ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une nécessité de poser un moment dans l'entreprise et que ce moment soit celui de cet entretien avec un coach? Alors, je dirais dans l'entreprise aujourd'hui, le taylorisme coexiste avec d'autres systèmes responsabilisants ou des systèmes responsabilisants. Et c'est cela qui, à mon sens, crée un malaise dans le management d'aujourd'hui. Dans le management moderne tel que nous le connaissons à présent, nous, globalement, nous déléguons, quand nous sommes en poste de responsabilité, nous déléguons ce que nous ne savons pas. Si on regarde un peu en arrière, il y a 20 ans par exemple, on déléguait ce qu'on savait souvent. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce qu'aujourd'hui, si les collaborateurs font défaut en dessous, ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. C'est ainsi, je dirais, du fait du développement fabuleux de nos connaissances. Et le dispositif du coaching renvoie justement à cette question de la complexité de notre monde moderne.
dirais que ce dispositif prend en compte justement le management actuel qui recherche des talents pour l'entreprise. Quand on regarde ce qui se passait dans le monde industriel à l'époque des 30 Glorieuses, on en parlait il y a quelques instants, la figure imposée dans les 30 Glorieuses, c'était la compétence. On recherchait des compétences. Est arrivée la crise économique, la rénovation, on dira, économique. Et puis, aujourd'hui, est arrivée la mondialisation. Bien, la mondialisation, ça requiert un autre type de ressources dans l'entreprise, chez les humains. C'est quelque chose de plus rare, plus singulier, c'est le talent. Pour faire face à cette mondialisation, on parlera peut-être cet après-midi de relocalisation, mais tout cela n'arrivera pas tout seul. Quelle mission on pourrait donner à un coach? Le manager se pose des questions. Les questions que j'ai notées sur cette projection, ce sont les questions que j'ai entendues le plus souvent lors des entretiens individuels. Le manager cherche à accroître ses capacités de leader, ce qui est tout à fait légitime. Renforcer son esprit de décision. Les qualités relationnelles, là nous sommes dans le mode de communication. Un mode de communication avec ses collaborateurs, c'est très important. On pense parfois qu'on va être entendu quand on est en poste de responsabilité, mais comment est-on entendu? Et toute la problématique passe sur le canal de communication. S'adapter à son environnement de plus en plus complexe et incertain dans la crise systémique, c'est évident. Et puis, le management cohérent, c'est quoi? C'est un management qui tient compte des objectifs d'un côté de l'employeur, mais aussi de son positionnement. Positionnement en tant que responsable, positionnement au sein de son équipe. Alors, mieux gérer sa posture, ses responsabilités, mieux faire fonctionner ses équipes, cela passe par ce que j'appellerais un savoir-être. Nous ne sommes pas dans le savoir technique, nous sommes dans le savoir-être, et un savoir-être, eh bien, ça s'acquiert. Et la mission du coach est d'être un facilitateur, si j'ose dire, de réponse, un passeur, un peu comme ce coach d'eau, finalement, que j'avais évoqué en début de propos. La perception que je peux vous donner d'un bon coaching. Venant moi-même du métier de la formation dans les ressources humaines, universitaires, puis dans les entreprises, c'est tout naturellement que j'ai développé la pratique du coaching. Je dis tout naturellement parce que je l'ai envisagé dès le départ, j'ai envisagé dès le départ cela, comme un artisan envisage son travail, le travail sur les outils, le savoir-faire de l'artisan. C'est comme ça que je me suis positionné, en quelque sorte. Et je me suis rendu compte, dans certaines situations, qu'apporter une solution à partir de le diagnostic que je pouvais faire de l'organisation, ce que j'appellerais le diagnostic organisationnel, je me suis rendu compte que ce n'était pas assez suffisant, ce n'était pas opérant suffisamment. Le conseil, en quelque sorte, n'était pas opérant, métier de conseil. Alors, mon expérience est enrichie de formation au coaching. Conservatoire, des arts et métiers, formation au coaching, je dirais, à tenir cette posture singulière, en quelque sorte, à ouvrir les bras, j'ai une expression pour cela, ouvrir large l'équerre. En réalité, il s'agit de faire émerger chez le coaché la solution, et en tenant compte de sa personnalité. Pour cela, un bon coaching doit s'appuyer évidemment sur des outils, aussi sur des outils, pas seulement sur la posture. Parce que dans un entretien, il peut être intéressant d'utiliser un petit modèle conceptuel, on parlait de mode de communication, de canal de communication, un petit modèle conceptuel pour dire, voilà, vous avez ce modèle de communication, je prends l'outil de ProcessCom par exemple, hein, pour ceux qui sont initiés,
Et vous avez ici ce modèle, ce canal de communication. Dans votre équipe, hein, ça ne marche peut-être pas, hein, il va falloir peut-être plus d'empathie, il va falloir peut-être comprendre davantage, etc. etc. Bon. Et puis, ma perception d'un bon coaching, c'est une posture. Comme coach, j'institue d'abord une relation d'écoute, ce qui permet à chacun d'avoir une réflexion sur sa pratique quotidienne, de prendre en compte sa situation de travail, son environnement professionnel, et ça permet de faire émerger progressivement des solutions positives pour lui et son équipe. Donc je facilite cette ouverture de mon client, j'offre cet espace de parole qui n'existe pas dans l'organisation, qui n'existe pas en réalité dans l'entreprise. Et j'ai pu constater que les collaborateurs, avec les retours que je peux en avoir, sont plus créatifs, que des solutions positives émergent sur le moyen terme et que des projets peuvent émerger plus facilement. Alors, tout ce travail s'effectue évidemment sur le temps. Ça ne peut pas se faire en 1 heure, ça ne peut pas se faire en 10 minutes sur un coin de table. C'est un travail qui s'effectue sur plusieurs mois, avec, on va dire, 8 ou 10 séances, 10 entretiens, et la règle qui s'applique, c'est la confidentialité. Hein, il n'est pas question, évidemment, que ce qui est dit dans ces entretiens s'ébruite, ou que je fasse un rapport qui est finalement, qui pourrait divulguer un certain nombre d'informations. Un coach doit participer aussi à des supervisions, c'est une règle dans ce métier, avec ses pairs, de façon à toujours en quelque sorte avoir le recul nécessaire et de ne pas devenir justement ce qui est décrié, c'est-à-dire un gourou. À quoi le Cercle national du coaching CNAM peut-il servir? J'ai pris en 2011 la présidence de cette association qui existait au Conservatoire national des arts et métiers depuis un certain nombre d'années. Je lui ai donné une nouvelle dimension avec l'équipe qui m'accompagne. Je salue la vice-présidente ici présente, Jenny Jo Delblon, qui a fait le chemin jusqu'à votre congrès. Nous fêtons cette année les 10 ans, d'ailleurs, c'est le hasard de l'histoire qui veut cela, les 10 ans, au mois de septembre, de notre association. Nous sommes une association dynamique. Dynamique parce que ce dynamisme repose sur la collaboration des uns et des autres, un travail collaboratif avec une éthique, un dynamisme également qui repose sur la réunion des managers et des coachs. La réunion des managers et des coachs, c'est important parce que les autres associations de coaching parlent de coaching. Nous parlons au Cercle national du coaching des managers et des coachs qui veulent un coaching en action fondé sur une éthique. Et la vocation et l'originalité de notre cercle est de permettre les échanges, justement, la réflexion autour de la question du coaching et plus largement des problématiques de l'entreprise qui sont liées au management humain. Ce laboratoire des idées qu'est le Cercle national du coaching du Conservatoire organise aussi des dîners-débats qui réunissent des coachs et des dirigeants à la rencontre de personnalités de référence nationale et internationale. Et enfin, nous proposons chaque trimestre des conférences thématiques sur la pratique du coach. Il y a évidemment des pratiques plurielles. Il n'y a pas une pratique, mais il y a la déontologie, il y a la définition que le cercle, finalement, en donne. Je vous renvoie, pour ceux qui sont curieux, à visiter notre site internet qui vous est ici projeté pour voir l'étendue de nos actions. Et nos conférences, toutes nos conférences sont en ligne, on peut les visualiser gratuitement. Quels sont les objectifs du cercle pour l'année à venir? Pour l'année à venir, je vais vous livrer en quelque sorte nos projets 2013 et notre programme à venir.
le cercle s'est assigné une tâche, c'est d'abord de réaliser une charte éthique. Je dis une charte éthique, non pas qu'il n'y ait pas de charte de déontologie, mais il n'y a pas de charte éthique dans le coaching aujourd'hui en France. Les grandes organisations de coaching grandes, qui n'ont pas plus d'adhérents d'ailleurs que le cercle, mais qui sont plus anciennes, n'ont pas de charte éthique. Le coaching est en train de se définir. C'est pourquoi toutes ces questions qui se posent. Alors, c'est un projet ambitieux. Nous avons mis en place un comité scientifique qui est chargé de réaliser cette charte éthique, qui sera, ce comité scientifique conduit par Christophe Van der Noot. Et nous espérons ainsi lever les coachings internes dans les entreprises. Nous en avons une le 4 décembre sur le management du risque, que j'appellerai le risque coaching. Et puis il y a les conférences 2013 qui sont déjà en route sur le coaching des élus, sur la réforme de l'État, on parle ici de modernisation, l'administration centrale et le coaching, sur le management et la conduite du changement, sur le coaching génération Y. Là aussi, hein, c'est une réflexion qu'on entend mener cette année. Et puis en janvier de cette année 2013, nous aurons un dîner-débat avec un sujet très actuel, je dirais, très chaud en quelque sorte, le sujet des relations humaines aux ressources humaines. Ceux qui ont un peu de bouteille comprendront qu'avant les ressources humaines, on parlait de relations humaines. Et on est en train de revenir aux relations humaines. En réalité, derrière cela, il y a l'idée de mobilisation, il y a l'idée de démobilisation du personnel ou des personnels aujourd'hui dans les entreprises. C'est quoi la génération Y? Oui, je vais finir mon propos et je répondrai à toutes les questions si vous voulez bien. Alors, que dire coaching en conclusion? Justement, je suis dans la conclusion par cette dernière diapositive. Que dire coaching en conclusion de mon propos? Oui, je dis oui 3 fois. Oui, le coaching est une forme de management moderne. Oui, je dirais, vous pouvez vous autoriser à coacher vos collaborateurs. Oui, bénéficier d'un coaching, cela donne le recul nécessaire sur vous-même, vos pratiques professionnelles, votre environnement. Pourquoi? Pour devenir un manager coach serein et efficace. Alors le coach dans sa pratique que j'en fais, réalise cette parfaite union entre son métier de formateur et l'art de déployer ce génie personnel qui permet de libérer la parole de son client. Alors c'est la réunion, et j'aime à dire ça, car nous sommes au Conservatoire national des arts et métiers, c'est la réunion, et je le dis aux ingénieurs, des arts et des métiers. Dans cette maison qu'est le Conservatoire national des arts et métiers, cela peut être aussi, et je lance ici finalement une perche au président de la fédération, je lance ici une perche également à Dominique Gentil, cela peut être aussi la réunion des ingénieurs et des managers. On parlait de transverse, on parlait de management transversal. Je remercie encore une fois les organisateurs de ce congrès, le CNAM, et tout particulièrement un grand merci à Laurent Sessac. Je dis un grand merci à Laurent Sessac pour m'avoir donné l'opportunité, par cette intervention aujourd'hui, de faire connaître autrement le coaching et d'inviter les ingénieurs qui sont intéressés par cette démarche à rejoindre notre cercle ou à apporter leur contribution, leur réflexion ou nous donner des idées. Je vous remercie, Gilles. Alors, il y avait une question sur la génération Y. Avant de reformuler la question, je vais la reprononcer telle que normalement elle doit se prononcer. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, ce n'est pas la génération Y, c'est la génération Y.
Parce qu'en fait, c'est une traduction, c'est un terme anglais, et le Y se prononce Y. Et pour ceux qui connaissent l'entreprise des jeunes ingénieurs ou des jeunes qui sortent d'école maintenant, quand on leur pose une question, la réponse qu'ils font, c'est « Pourquoi je dois le faire ?» C'est pas « Oui, chef », c'est « Pourquoi je dois le faire ?» Voilà. Du coup, on a la réponse. Mais ça se gère, en termes de management, ça se gère différemment que gérer nos générations où on me disait il faut aller là-bas, entre guillemets, oui chef. Oui, si je peux rajouter un mot par rapport... Ah bon, on m'entend mieux du coup ici. Par rapport à la génération Y, il y a une étude qui est sortie il y a très très peu de temps, quelques semaines, donc je vais dire Y pour ne pas utiliser trop d'anglicisme aujourd'hui. Cette étude dit tout simplement que chez justement ces jeunes en activité, dans des postes de responsabilité, le ralentissement de la cadence de travail, ce qu'on appelait à l'époque d'un autre terme, de 20%, ralentissement de 20% simplement de la cadence de travail, ça correspond à 50 jours, équivalent à 50 jours de grève dans une entreprise. Donc la réponse, elle est donnée par rapport, effectivement, le propos de Laurent est très juste. La réponse est donnée, c'est une problématique pour les chefs d'entreprise, pour les managers, par rapport à leurs collaborateurs, c'est une problématique auquel ils sont confrontés. Il y a moins de grèves, moins de jours de grève en France, dans les entreprises, mais le ralentissement, dans une partie, la génération Y, ceux qui appartiennent évidemment, eh bien, ça correspond à 50 jours de grève. Donc on voit que c'est une vraie problématique pour l'entreprise. Je refais une petite allusion à un certain Michel Terré, qui lors de la réunion de diplôme à Paris nous parlait aussi justement de ces générations Y, sans trop le savoir, à travers les comportements que vous voyez, un peu comme moi, des fois je suis associé, les BlackBerry, les iPhones, et on fait trois choses en même temps, on ne donne pas l'impression qu'on écoute, mais on écoute, etc. Donc c'est pas simple à gérer par rapport à ces aspects-là. Thierry, merci. Je vais maintenant donner la parole à Gilles Porcos. Pardon, question. Laurent, j'ai un partage email. Voilà. Alors je vais me promener dans l'assemblée avec le micro. Non, ah non, c'est pas mon coach. Prenez, grâce. Voilà, merci pour cette intervention. Vous êtes, ils sont très doués. Alors j'avais une question au coach. Vas-y. Merci pour cette intervention, parce que je l'ai vu de toute façon aujourd'hui, dans ce cadre-là. Je suis convaincu de cette action. Et je me demandais si dans ce cercle national, vous aviez travaillé sur finalement l'évaluation. Nous sommes aujourd'hui dans une société de résultats. Alors, je suis très en phase avec tout ce que vous avez pu énoncer, et c'est extrêmement important pour nous. Seulement, la question, c'est comment permettre une grille d'évaluation des indicateurs qui permettent de dire, voilà, finalement, j'ai terminé ce coaching, vous êtes prêt maintenant à vivre tout seul comme un grand, et effectivement, comment peut-on justifier vis-à-vis d'une DRH ce genre de formation qui peut s'inscrire dans les DIF? Vous voyez le sens de la question? Comment avoir des critères d'évaluation d'un bon coaching et comment mettre en avant finalement que ce travail d'équipe, face à ce miroir, cette fameuse maïotique des accoucheurs d'esprit, a été efficace? D'autres questions? Monsieur Finlot. Auprès de quelle entreprise êtes-vous intervenu en termes de coaching? Et André Hugues? Moi, non. Moi, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt la référence à l'histoire. Sénèque était bien le mentor de Néron, le coach de Néron. Mais j'espère que tous les coachs n'auront pas le sort de Sénèque. Pour ceux qui ne savaient pas, Néron l'a obligé à se suicider. Heureusement, le coaching est moins dangereux aujourd'hui. J'ai pas besoin de micro, mais je n'ai pas trop compris tout à l'heure pourquoi aujourd'hui
au lieu d'appliquer bêtement, les gens se posent des questions avant d'appliquer, ça soit un problème pour l'entreprise, en particulier ça soit comparé à 50 jours de grève. Peut-être que justement, si les gens font moins de grève, peut-être qu'ils se posent plus de questions, parce que de l'autre côté, quand on les appelle à le faire, ils le font peut-être moins, parce qu'ils se demandent aussi pourquoi le faire, dans les deux sens, soit vis-à-vis de hiérarchie en dessous ou au-dessus. Voilà. Je pense que c'est peut-être plutôt positif, surtout nous, ingénieurs du CNAM, où on a une expérience censée être meilleure du terrain que des gens de la formation initiale, de se poser des questions du pourquoi on va faire quelque chose, et quand on nous demande de le faire, ben, de savoir pourquoi on le fait. C'est un bon manager, il doit donner les tenants et les aboutissants. Je ne vois pas en quoi ça peut être un problème de se demander pourquoi on fait quelque chose. Aujourd'hui, on manage avec les slides. Plus avec le bon sens. Moi, je poserais la question aussi de... On manage avec les slides aujourd'hui, plus avec le bon sens. Qui demande à ce que telle personne soit coachée? Alors, le truc... Parce que je ne sais pas, j'ai un ingénieur qui travaille, à un moment donné, on lui demande d'être coaché, il peut peut-être mal le prendre et dire on ne fait pas confiance. Et alors c'est un peu ce trio entre ceux qui demandent, celui qui est coaché et celui qui coach. Comment se passe la relation humaine? Il faut qu'il y ait un micro. Ah oui, oui. On peut poser une question, s'il vous plaît? Voilà, bon, la question est la suivante, c'est que tout à l'heure, on a parlé de charte éthique. Bon, j'ai eu l'occasion d'analyser des chartes éthiques dans un certain nombre d'entreprises, et en fait, quand on parle de charte éthique, ce sont des chartes de tout et de rien, parce qu'on y mélange la morale, la déontologie et la responsabilité sociale. Et je voudrais simplement apporter, si vous voulez, un élément, parce que je me suis posé la question de savoir comment on définissait l'éthique, et l'éthique, et ça rejoint la personne qui vient de poser une question là, il y a une minute, c'est que l'éthique correspond en fait à une attitude que l'on peut avoir, et ça consiste à dire je prends telle décision ou je ne prends pas telle décision en fonction de ce que ma conscience personnelle me dicte. Et donc ça revient à challenger ou à remettre en cause des décisions et bien entendu à réfléchir un petit peu avant de réaliser ou de mettre une décision en pratique. Voilà. Et il n'y a pas, dans ces considérations-là, de charte possible, parce que le comportement personnel de l'individu ne peut pas se décrire dans un document. Et c'est pour cette raison qu'au gouvernement, on a voulu introduire la notion de charte éthique dans les entreprises, et que beaucoup d'entreprises, et notamment des entreprises anglo-saxonnes, ils ont opposé fermement. Et il n'y aura jamais de charte éthique dans les entreprises. Alors, les chartes éthiques qui existent actuellement, on les appelle comme on veut, mais ce sont des chartes qui ne font pas référence à l'éthique. Juste pour des questions de timing, c'est pas pour vous couper la parole, mais pour qu'on soit propre. Encore une question, après Thierry répond et on enchaîne sur la suite, s'il vous plaît. Encore une question, Patrick? Non, c'est bon. Bah, tu prends. Bonjour Patrick Tuffaut, c'était juste pour contredire un peu ce qui vient d'être dit. Je viens de donner à mon collègue voisin un texte législatif où pour les entreprises en France, il y a une charte éthique dans un domaine donné. Bon, c'est la sécurité privée, mais maintenant c'est réglementaire. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'endroits où il y a des secteurs où les gens ne sont pas trop pour mettre des chartes éthiques, mais d'un autre côté, il y a aussi une réglementation qui est en train de se mettre en place. Donc, attention à ce qu'on dit. Thierry, à toi la parole. Oui, j'ai pris mes notes, comme un élève sage. Je vais partir de la charte éthique et puis je vais un peu répondre dans le désordre. Bon, la charte éthique, pour répondre à plusieurs questions, je prendrai l'image du triangle. L'image du triangle me plaît bien, c'est pas le cercle parfait, mais presque, pour moi. Vous avez, dans l'entreprise, vous avez la responsable des ressources humaines. Vous avez le manager ou le collaborateur ou l'agent qui souhaite un coaching, je dis souhaite, j'y reviendrai. Et puis vous avez le coach. Ce triangle, c'est ce que j'appellerais en fait l'organisation tripartite. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici 3 personnes qui vont se rencontrer tout simplement pour poser les bases du coaching. Les bases du coaching, c'est confidentialité, c'est adhésion par le manager qui a demandé le coaching, et puis c'est ensuite le coaching vit sa vie en quelque sorte. Hein.
ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est peut-être une piste, en effet, de charte éthique. À savoir le coach qui accepterait des contrats, tout simplement parce qu'il veut se nourrir, hein, nous sommes bien sûr tous avec nos problématiques, qui accepterait des contrats d'une personne qui a été envoyée par l'entreprise pour dire vous allez me la booster, cette personne, voilà, elle est un petit peu essoufflée, hein, il faut la booster un petit peu pour que je vous dirais que, en tout cas, les membres du Cercle national du coaching ne prennent pas ce genre de contrat. Ça veut dire que là, vous n'êtes pas dans le coaching tel que nous le définissons. Hein, vous êtes dans autre chose. Alors, c'est pourquoi la charte éthique, je reviens à la charte éthique, c'est pourquoi la charte éthique est importante, parce que l'ambition de notre association, c'est ici de poser un certain nombre de règles de départ pour dire voilà comment nous entendons travailler. Comment travaillent les autres? Ils travaillent comme ils le souhaitent. Nous entendons travailler comme ça. Alors, néanmoins, je suis quand même un peu déçu par ce que vous dites, parce qu'à un moment donné, quand il y a une personne vitale à un poste donné, à un moment donné, il a besoin d'être boosté. Donc on sait tous psychologiquement comment on est. À un moment donné, on peut peut-être ne pas se rendre compte qu'on a besoin, parce qu'on a enfermé dans notre ego. Et je veux dire que ce que j'attendais à ce que vous disiez quand même, c'est que grâce à votre apport psychologique, quelque part, vous soyez capable, avec les ressources humaines, le chef ou le grand patron, de faire admettre à cette personne, dans la douceur et tout naturellement, que cette personne a besoin d'être coachée. C'est vachement important ça. Parce qu'il y a des personnes parfois à des postes qui ne sont plus efficaces, qui croient qu'ils sont efficaces et qui font beaucoup de mal. Et ça, je pense que, éthique ou pas, je m'en fous. Ça ne nous donne pas à bouffer, l'éthique. Excuse, hein. À moins de ne pas tuer, hein. C'est tout. Donc, ça, il faut réfléchir à ça. Hein? Oui, j'entends voilà. Bien. Elle est là, l'efficacité de nos entreprises aujourd'hui. Pour reprendre ce que je disais par rapport à ce fameux triangle, le coach qui a besoin d'être boosté, bien sûr, le coaché qui a besoin d'être boosté dans ce triangle, bien sûr, il y a des façons de faire et il y a des façons d'amener le manager, de l'amener à prendre un coaching et à choisir son coach. C'est-à-dire qu'une autre réflexion qui nous vient dans le cercle et qui alimenterait aussi vos réflexions, c'est qu'imposer à un manager une personne pour travailler dans la complexité qu'est ce travail, parole ouverte, hein, sans que cette personne ait été choisie, je dis ça, c'est une réflexion à avoir par rapport à la charte éthique. Le principe, moi je vais vous dire comment je travaille, après, effectivement, nous pouvons en discuter par ailleurs. La première séance, elle est gratuite, je ne la facture pas et je ne demande pas ensuite un rendez-vous pour la deuxième séance. Si on est satisfait, on me rappelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour être tout à fait franc avec vous, ça veut dire que dans une entreprise, on sait comment les choses se passent, par expérience. On sait si une personne va être accompagnée à suivre un coaching, préparée à cela, et ça va fonctionner. On sait si une personne, finalement, va être envoyée, on va dire, violemment à un coaching, et effectivement, ça peut toujours marcher, mais ça veut dire que si on a ce type de fonctionnement, ça veut dire que le système, et je vais terminer ce que je dis, monsieur, le système de management dans l'entreprise est à revoir. Et il ne s'agit pas, là, il faut pouvoir aussi faire entendre, du coup, à l'entreprise, il faut pouvoir faire entendre que résoudre une problématique, c'est là une problématique globale à résoudre. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un problème dans l'équipe, il y a un problème de management, mais aussi de l'équipe, mais aussi il y a un problème par rapport à la structure elle-même. Et ça, il faut que la direction puisse l'entendre. Alors, c'est le rôle du coach. Le coach peut très bien accepter cela, mais avec, encore une fois, je reviens à la charte éthique. La charte éthique, c'est pas simplement du vent. Le cercle réfléchit parce que, justement, l'idée, c'est comment ensuite on travaille avec la direction générale pour qu'il y ait prise en compte de ce qui ne va pas. Voilà, ça c'est important aussi. Il n'y a pas que l'agent qui dysfonctionne. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, parce qu'il y a parfois des gens brillants
dont on a besoin, brillants et qui sont bornés. Mais ce gars, non, non, mais ce gars, non, mais tout est là dans le pays. Ce gars borné, on le vire. On le vire. Mais non, on ne peut pas le virer parce qu'on en a besoin, parce qu'il est brillant. Donc il va falloir. Non, mais c'est pour ça que j'insiste sur son rôle. Mais on a besoin quand même à un moment donné d'une personne avec un suffisamment de recul pour arriver à se faire entendre raison. On va arrêter le débat.